Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le mercredi 2 décembre. Notre invité ce soir, Luc Renet, cofondateur du CIPN. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Maître Félix Rode s'est éteint hier en fin d'après-midi. Est-ce qu'on peut dire qu'une partie de l'histoire contemporaine de la Guadeloupe s'en est allée? On peut le dire sans hésitation, puisque pendant 67 ans, il a été présent et sa voix résonne encore aux oreilles non seulement des Guadeloupéens, mais des magistrats qu'il faisait souvent trembler. On y reviendra bien sûr en détail dans quelques instants, mais tout de suite, les titres qui seront développés dans notre journal. Maître Félix Rode s'en est allé. À 90 ans, ce ténor du barreau de Guadeloupe a marqué toute une génération d'avocats. L'abattoir du Moule est bloqué depuis hier. Le groupement de défense sanitaire de la Guadeloupe dénonce de mauvaises conditions sanitaires. Le Rotaract de Pointe-à-Pitre lance une opération de collecte de jouets destinée aux enfants de la Dominique. Le journal Aurélie Ronze. C'était une voix, mais aussi un véritable personnage. Maître Félix Rode s'est éteint hier en fin d'après-midi chez lui à Basse-Terre. Ce ténor du barreau, élu 2 fois bâtonnier, s'en est allé à l'âge de 90 ans. Karine Gelman revient sur les temps forts de sa carrière. Homme de justice, sportif, combattant de la profitation, c'est pour une Guadeloupe forte que Félix Rode a plaidé tout au long de sa vie, et notamment à Basse-Terre où il a son cabinet. Il représente une certaine idée de la Guadeloupe. Au-delà des combats judiciaires, son combat a été pour la dignité du Guadeloupéen, pour que le Guadeloupéen reste debout. En toute situation, qu'on reste debout, qu'on puisse lever la tête, avoir la tête haute. Après avoir prêté serment à la cour d'appel de Montpellier en 1948, il revient en Guadeloupe en 1951. De Basse-Terre à Pointe-à-Pitre, ses talents d'orateur se font entendre jusqu'au Quidam. C'est des bons trucs. Lui, c'était un bon avocat. C'était quelqu'un de compétent. Ah oui. C'est une figure qui va manquer au sein de... Ah oui, c'était quelqu'un qui était fort. Ah ouais. C'était un homme de conviction, un homme de foi, et il savait ce qu'il voulait. Et enfin, c'est un grand patriote, un grand Guadeloupéen, un homme à conserver en mémoire. Défenseur des droits de l'homme, il fonde en 1957 le Progrès social avec son frère Henri et il s'installe à Basse-Terre, toujours pas très loin de son bureau. En 1967, lors des événements de mai, il est emprisonné 169 jours avant d'être finalement acquitté. Il assura sa défense et celle de ses camarades. Et ils sont accusés d'avoir porté atteinte à l'intégrité du territoire français du fait de leur appartenance à l'organisation indépendantiste Le Gong. Autre souvenir ? En 1971, nous avions entamé une grande grève, avec les ouvriers agricoles, les ouvriers du bâtiment, et pendant plusieurs jours, il y a eu des actions, et un certain nombre d'entre nous ont été poursuivis. Michel Rovellas, par exemple, Ephrem Vainqueur, d'autres encore ont été poursuivis. Guy Conquête, le chanteur. Et j'étais parmi ceux-là. Et on m'empêchait de quitter la Guadeloupe pour que je puisse poursuivre mes études. Rode a fait en sorte, le bâtonnier Rode a fait en sorte que je puisse partir à Toulouse. Et mieux, comme j'étais encore sous contrôle judiciaire à Toulouse, il est personnellement venu me défendre à ses frais. Et c'est là que j'ai compris que c'était un métier formidable. Autre héritage de l'orateur, l'atelier Félix Rode, qui souhaite offrir à la Guadeloupe des pénalistes de sa stature. Rebonsoir Luc Renet. Alors vous avez fondé le CIPN, le Comité international des peuples noirs, avec Félix Rode. Quelles valeurs partagez-vous avec lui? Félix Rode, je ne dirais pas que c'est mon ami parce qu'il avait 30 ans de plus que moi. C'est quelqu'un que je respectais énormément et que je respecte toujours. C'est quelqu'un qui était un homme de conviction, mais un homme aussi de certitude. Et il a toujours affirmé qu'il était un patriote, à savoir qu'il n'acceptait pas le statu quo
et qu'il estimait que notre vocation, notre destin était d'être libre dans une nation libre. Et nous sommes là pour poursuivre ce combat. Nous avions en 1992 à Paris, avec d'autres, Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais, Africains, créé le Comité international des peuples noirs. Et nous avions ensemble mis en place, je dirais, une devise en forme de programme qui s'appelait la devise des 3 R. Premier R, reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Le second, réparation, nous sommes à cette phase-là. Et le troisième, réconciliation, 3 R. Et donc ce travail, il a pris, je dirais, consistance, puisqu'aujourd'hui, la plupart des pays de la Caraïbe exigent réparation. Et nous sommes persuadés que ce combat commencé depuis 1992 va continuer et va aboutir un jour. Est-ce qu'il a fait avancer d'autres choses en Guadeloupe? Alors moi, je le connais maintenant sur le plan de la justice, puisque j'ai été moi-même poursuivi à l'époque du GLAD, du groupe de libération armée, d'abord, en 1981, et ensuite donc, de l'ARC, l'Alliance révolutionnaire Caraïbe. Donc je peux dire que pendant 8 ans, de mars 1981 à juillet 1989, pendant plus de 8 ans et demi, nous avons été, je dirais, très liés, puisqu'il était notre avocat, pas le mien seulement. Il était aussi, je dirais, celui qui coordonnait le travail du collectif d'avocats qui défendait les patriotes guadeloupéens, donc les prisonniers politiques également. Et donc c'est quelqu'un qui, à tous les instants, a toujours affirmé une grande confiance dans l'avenir et dans le combat que nous menions. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, sa disparition, c'est une grande perte pour nous, parce qu'il était de ces avocats, je dirais, infatigables, de ces avocats qui, lorsqu'ils prenaient la parole dans les tribunaux, faisaient trembler les magistrats français. Et je crois que ça va rester dans les mémoires. Quel souvenir vous a le plus marqué avec Félix Rode? Alors, je n'ai pas un souvenir particulier, mais il y a peut-être 2 dates. La première date, c'est celle du 4 février 1985. Nous nous trouvions effectivement dans le tribunal de Pointe-à-Pitre et nous nous sommes concertés pour savoir si on devait laisser se tenir ce procès ou bien le faire avorter. Et donc avec lui, on a mis en place une stratégie. Ce jour-là, avec son accord, nous, prisonniers politiques, avions décidé de déchirer nos cartes, entre guillemets, d'identité française et de les envoyer à la figure des juges français. Ce qui a eu pour effet, effectivement, d'annuler le procès de ce jour-là. Bon, deuxièmement, lorsque nous avons été arrêtés à Saint-Vincent, c'était donc le 21 juillet 1987, rapatrié en Guadeloupe. Il a été en confrontation directe avec le juge Bruyère, qui était venu spécialement de Paris. Et à tous les instants, il s'est montré, je dirais, d'une vaillance extraordinaire, d'une compétence aussi extraordinaire que je salue. Et je pense qu'il est de la trempe de très grands avocats que le monde entier peut nous envier. Une dernière question, la dernière fois que vous l'aviez vu, c'était quand? Il y a déjà quelques années, je dois le dire, et je dois maintenant peut-être dire mon regret, c'est que j'ignorais qu'il était malade au point de décéder. Et que si j'avais su, comme on dit, comme beaucoup de gens diront, j'aurais fait l'effort, j'aurais été à Basse-Terre, à son chevet, parce que j'aurais eu grand plaisir à le voir avant sa disparition. Et donc, je profite pour envoyer mes condoléances, mon affection à sa femme ainsi qu'à sa fille Brigitte. Merci Luc Rinette d'avoir partagé vos souvenirs ce soir sur le plateau d'Alizé. Et justement, au lendemain de l'annonce de sa mort, les réactions ne manquent pas. L'UGTG, je cite, perd un camarade, un ami toujours présent à nos côtés pour combattre l'État colonial français. De son côté, la présidente du conseil départemental parle d'un ténor du barreau, historien à la mémoire stupéfiante. Il aura marqué son époque et son esprit. De son côté, le député maire des Abîmes évoque un phare d'intelligence fulgurante. Et notez justement que la veillée se déroulera demain à la Gauloise à Basse-Terre et les funérailles auront lieu vendredi à la cathédrale de Basse-Terre. Vous assisteriez peut-être justement... Oui, je vous dis quand même, il a écrit un livre de référence qui s'appelle donc le décret du 16 pluviose en 2, c'est-à-dire le décret du 4 février 1794, c'est-à-dire la première abolition de l'esclavage. Et c'est une œuvre majeure que j'invite les Guadeloupéens à lire. Et là, il met en relief le fait que nous sommes liés entre Caribéens, parce que c'est comme grâce au combat mené par les Haïtiens que nous avons, nous, bénéficié de la première abolition de l'esclavage le 4 février 1794, décret pris par la Convention. Merci Luc Rinette d'avoir été sur le plateau d'Alizé.
Un tout autre sujet maintenant, on va parler de l'actualité sociale. Il est à l'arrêt depuis hier. L'abattoir du Moule est bloqué par le groupement de défense sanitaire de la Guadeloupe. Ce groupement organise notamment les traitements contre les tiques des bovins. Ils ont envoyé un courrier au ministère de l'Agriculture ainsi qu'au préfet de Guadeloupe dans lequel ils demandent des mesures d'urgence pour régler les mauvaises conditions sanitaires. Le reportage de Patrick Curie. Cela fait 2 jours que le groupement de défense sanitaire de la Guadeloupe bloque l'entrée de l'abattoir du Moule. La raison du blocage, l'hygiène qui ne serait pas respectée. Ils font appel aux responsables publics pour prendre ce dossier en main. D'avoir aussi que nous voyons courrier le préfet là, jeudi dernier, qui a demandé au préfet là de mettre en place un véritable plan d'état d'urgence. Un état d'urgence et nous ne pas prendre là comme ça. État d'urgence d'avoir que jeudi là, c'est 10 morts. Nous avons 10 morts par an déclarés de la leptospirose. La leptospirose, c'est c'est une maladie qui rate qu'à transmettre nom et qui a des fois risque de tuer nom là. Jod là, rate qu'à tuer puisque moustique en pays là ça. Mis en cause aussi le projet 3D, décontamination, dératisation et désinsectisation des bâtiments. Le projet consiste à préserver la santé des animaux et la rentabilité de l'élevage tout en améliorant le niveau d'hygiène des bâtiments. Le dossier concernant le projet a été déposé par le groupement depuis 2010 et il n'est toujours pas mis en place par les responsables. Eh bien, nous déposons des dossiers. Eh bien, je dis là, nous nous compte avec l'État qui a dit à pas compétence à la DAF. La DAF qui a envoyé la région qui a dit à pas compétence à l'envoyé le département qui a dit à pas compétence à. Donc, nous avons un système, on bacoule les à pas de compétence. On bonne dit responsable effectivement pays là ça qui a fait que je dis là toute population nous en danger, agriculture nous en danger, développement parfait, rien parfait. Enfin, le groupement pointe du doigt l'abattoir de Goubert qui apparaît selon lui comme une aberration économique. Le groupement reste mobilisé devant l'abattoir jusqu'à ce que le préfet de région décide de les recevoir. Au chapitre économique, l'IEDOM, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, vient de publier un dossier sur le surendettement des ménages. Quels sont les enseignements à retenir? Quelle est la situation en Guadeloupe? Quelques pistes avec Richard Scott-Tamar. Cette trottinette, cette boîte de cubes ou encore cette mallette de docteur trône déjà au pied de ce sapin situé dans un institut de... Pour cette inversion de sujet, on va peut-être maintenant voir donc le sujet sur le surendettement des ménages. L'étude analyse les données de l'année 2014. La tendance générale permet de dégager un profil type du surendetté domien. Les ménages en situation de surendettement dans les DOM sont essentiellement composés de personnes vivant seules et n'ayant personne à charge. Plus de la moitié sont au chômage ou sans activité professionnelle. L'autre tendance forte qui se dégage de cette étude, c'est que ces surendettés sont à 60% locataires de leur logement. Concernant le cas spécifique de la Guadeloupe, en 2014, il y aurait officiellement 281 personnes surendettées et cet endettement moyen tournerait autour d'une valeur de 65 000 €. La dette moyenne par habitant s'élève ainsi à la fin de l'année 2013 à 549 € par habitant, soit près du double de la moyenne nationale. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Il est question ce soir d'une artiste de soca en pleine controverse à Saint-Vincent et les Grenadines. Le gouvernement britannique veut mieux contrôler les sociétés installées aux îles Caïmans. Mais tout de suite, prenons la direction d'Anguilla avec Karine Gelman. Anguilla, droit à manifester. Dorothy Hodge, la représentante du Royaume-Uni et de l'Union européenne au gouvernement d'Anguilla, a démissionné pour protester contre ce qu'elle décrit comme la gouvernance au bout du fusil. Dans une longue lettre adressée au ministre en chef Victor Banks, Hodge écrit « C'est avec horreur et incrédulité que j'ai regardé la police anti-émeute alignée pour empêcher les Anguillais de pénétrer et d'exercer leur droit de manifester. » Le droit de manifester est un projet de loi qui a peu ou pas de débat public, un projet de loi qui va changer à jamais notre île et un projet de loi qui aura un impact sérieux sur la vie de chaque citoyen. Les politiciens, malgré les protestations et les véritables préoccupations du peuple d'Anguilla, ont repoussé ce projet de loi au détriment des principes démocratiques qui les ont pourtant élus, écrit-elle. Ces propos font écho dans le monde social et politique anguillais. Saint-Vincent et les Grenadines, le soca ne danse plus.
Une artiste de soca est au centre d'une controverse en pleine campagne électorale qui s'ouvre à Saint-Vincent et les Grenadines. Les Vincentiens doivent se rendre aux urnes le 9 décembre pour choisir un nouveau gouvernement dans ce qui devrait être une élection très disputée. L'opposition du nouveau parti démocratique, le NPD, avait contracté avec l'artiste de soca, Faya Imperatrice, pour une prestation lors de leur rassemblement dans la ville centrale de Liward Barouiali il y a 2 jours. Cependant, et au dernier moment, la star du soca a annulé sa prestation. Le NPD a tout de suite fait courir le bruit que c'est l'opposition qui aurait fortement influencé la chanteuse et sa famille pour ne pas réaliser sa prestation. Faya Imperatrice, de son vrai nom Lornette Ned, a démenti publiquement et fortement toute velléité d'intimidation à son encontre ou à celle de sa famille. Îles Caïmans, contrôle de Londres. Le Premier ministre des Îles Caïmans, Alden McLaughlin, informe que le gouvernement britannique veut un accès direct aux sociétés enregistrées dans le territoire, et ce pour l'ensemble des entreprises, quel que soit leur statut. Dans une déclaration à l'Assemblée législative jeudi avant son départ pour Londres pour la réunion annuelle du Conseil ministériel des territoires d'outre-mer, le Premier ministre Kaya Manet informait sa population que ce sujet ne figurait pas à l'ordre du jour de cette année, mais qu'il y aurait des discussions avec le gouvernement britannique dans des entretiens séparés. Craignant que toute modification juridique mettrait les îles Caïmans dans un désavantage concurrentiel, Alden McLaughlin rappelle que toutes les mesures sont conformes aux normes internationales, en particulier en ce qui concerne la transparence et l'information sur la propriété des comptes. Nous avons démontré cet engagement complet de façon significative lors de plusieurs conférences internationales. Cependant, ce que nous ne sommes pas prêts à faire, c'est d'adopter un régime où nos concurrents, dont certains sont des États membres du G20, tireraient avantage puisque ne souscrivant pas à ces mesures de contrôle. Nous allons créer un désavantage concurrentiel et provoquer ainsi la migration de nos entreprises vers les territoires concurrents, prévient ainsi le Premier ministre Kaya Manet. Retour en Guadeloupe, Noël approche à grands pas, c'est dans un petit peu plus de 3 semaines et à cette occasion, le Rotaract de Pointe-à-Pitre en appelle à votre générosité. Jusqu'à la fin de la semaine, l'association organise avec un institut de beauté de Jarry une collecte de jouets pour les enfants de la Dominique. Le reportage de Patrick Curie. Cette trottinette, cette boîte de cubes ou encore cette mallette de docteur trône déjà au pied de ce sapin situé dans un institut de beauté à Jarry. Ces cadeaux sont destinés aux enfants de la Dominique. L'objectif est de leur redonner le sourire après le passage de la tempête Erika. Nous voulons vraiment donc les aider, donc les soutenir afin qu'ils passent un bon Noël. Que la population ramène en fait les cadeaux ici à Selfie, donc avant samedi 5 décembre, donc c'est dans pas longtemps. Donc Selfie Beauty Jarry, voie verte à Jarry, autour de bébé, en face autour de bébé. L'Institut de beauté a fait appel au Rotaract de Pointe-à-Pitre pour coordonner cette collecte et pour acheminer les cadeaux vers la Dominique. Ce serait bien que les cadeaux soient sans pile et on peut en prendre en seconde main, mais en bon état. Il y a la possibilité aussi, si les gens ne peuvent pas se déplacer, d'appeler le Club Rotaract afin qu'on vienne les récupérer. Pourquoi on arrête au samedi 5 décembre ? Parce que l'acheminement se fait, on doit déposer les cadeaux au niveau de l'Express des Îles à lundi 7 et c'est le Club Rotaract de Roseau qui les récupère. La distribution se fera autour d'un arbre de Noël le samedi 12 décembre. Le mois de décembre, mois de générosité, il faut savoir partager et donner. Vous avez donc jusqu'au 5 décembre pour faire plaisir à un enfant dominicain. Culture à présent avec cette exposition à découvrir jusqu'au 5 décembre au Gosier, une exposition graphique et haute en couleurs proposée par Bruno Coiffard. Le reportage de Muriel Barlagne. Un foisonnement de formes et de couleurs. Les tableaux de Bruno Coiffard sont riches et bavards. Derrière chaque œuvre se cache une histoire que seule une rencontre avec l'artiste pourrait dévoiler. Le graphiste a su créer son propre univers avec ses codes, son langage, ses symboles. Le phare qui guide et éclaire les marins revient très souvent. Mon style, on pourrait appeler ça du néo-figuratif. C'est un peu, je pense, après avoir lu quelques bouquins, qu'il y a un nouvel intérêt vers ce médium, enfin cet axe,
créatif. Et moi j'aime le figuratif. De toute façon j'ai du mal quand je dessine à faire autre chose que du figuratif. Je suis trop baigné dans le dessin depuis ma tendre enfance. Bruno Coiffard est avant tout dessinateur, mais il n'hésite pas à utiliser les nouvelles technologies. Ainsi, il numérise ses dessins avant de les retracer à la courbe de Bézier, une technique chère aux graphistes. Les œuvres sont ensuite imprimées sur de la toile. Retracer son propre dessin à la courbe de Bézier, c'est quelque chose d'assez dantesque. Ça représente un volume de travail assez énorme. Le gros avantage, c'est la netteté de mon trait. Les imperfections, je les refais aussi. Je ne corrige pas mon dessin de base. Et le gros avantage, c'est qu'il est clair qu'aujourd'hui, on peut imprimer sur des supports importants et de qualité, et qui sont de terrain. Donc c'est un énorme avantage. Un tableau comme le phare, celui donc qui est derrière moi, si une personne me le demande sur 3 mètres de haut, je peux le faire sur 3 mètres de haut, sans aucune déperdition. Les œuvres obtenues sont reproductibles, mais Bruno Coiffard se limite à 10 exemplaires. 14 tableaux de sa collection sont à découvrir à la Petit Lebrun Art Gallery à Saint-Félix jusqu'au 5 décembre. Des rencontres avec l'artiste sont prévues le samedi. On passe au sport. En football, on joue ce soir 2 matchs en retard. Tout d'abord, une affiche très attendue, notamment par un des membres de l'équipe. C'est le match entre l'USBM et le CSM. Les 2 équipes se rencontrent à 20h30. Il s'agit du match comptant pour la 4e journée de DH. Et puis deuxième affiche, l'Amical Club de Marie-Galante reçoit l'Arsenal Club. Coup de sifflet ce soir à 20h30. Un match qui compte pour la 8e journée de DH. On termine avec vos prévisions météo pour demain matin en Guadeloupe. Ce sera un grand soleil pour tout le monde, un temps très agréable avec des températures comprises entre 26 et 28 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, une météo détaillée de notre région suivie de votre rendez-vous sportif désormais quotidien, Minute Sport. Vous retrouverez ensuite le journal de TF1 suivi des pronostics hippiques de Prévert Mayingo. Votre soirée sur Alizé, E égale MC suivi du meilleur pâtissier. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 12h30 pour toute votre actualité locale et régionale. L'actualité d'ailleurs qui continue sur notre site le www.alizé.com. Je vous souhaite une excellente soirée.